Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour la revue d'actualité de l'OCIR. Actualité assez chargée, donc on va essayer de passer les sujets rapidement et s'arrêter sur les sujets essentiels. Alors, premier sujet, le bulletin de correctif de Microsoft du mois de septembre, qui, comme vous pouvez le voir, la petite animation est relativement chaud, en particulier parce qu'il y a des vulnérabilités très critiques, dont certaines exploitées dans la nature. Par exemple, la première, il y a une vulnérabilité sur le VPN IPsec, enfin un des protocoles du VPN IPsec de Microsoft, donc la partie IKE, qui est la pré-négociation, la première partie, la première phase, avec une exécution de code à distance, sachant qu'il y a un code d'exploitation stable qui a été publié il y a déjà un moment. Si vous n'avez pas encore mis à jour, je vous recommande de le faire très vite. L'autre vulnérabilité, c'est celle concernant l'API de journalisation de Microsoft, en fait, qui est utilisée dans la nature essentiellement pour de l'élévation de privilèges. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une première infection et ensuite un malware a été identifié, enfin, une collection de malware ont été trouvés dans la nature en train d'exploiter cette vulnérabilité pour élever leurs privilèges. Autre chose assez rigolote, enfin rigolote, c'est une vulnérabilité sur la pile IPv6 de Windows. Alors c'est IPv6, faut être tolérant, hein, ça fait que 20 ans que ça existe. Et donc c'est une exécution de code à distance et a priori le paquet IPv6 qui permet d'exploiter cette vulnérabilité est routable. Donc ça peut être très 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 gênant. Alors, le bulletin il est chargé. On vous a fait un petit extract ici des différentes vulnérabilités. Globalement, il y a beaucoup de choses très critiques. Par exemple, le troisième point, il y a aussi sur le VPN PPP de Microsoft de l'exécution de code à distance sans authentification, donc c'est aussi gênant. Cinquième et sixième point sur NFS et SMB, donc les systèmes de partage et d'accès à des fichiers, systèmes de fichiers SMB, pardon, par réseau. Vous avez également des exécutions de code à distance sans authentification. Vous avez de l'évasion de machines virtuelles d'Hyper-V, vous avez du contournement de Credential Guard qui est censé protéger vos mots de passe, mais il y a un contournement. Un contournement de Windows Hello qui est censé protéger l'authentification, mais il y a un contournement. Un contournement de Secure Boot qui est censé protéger le boot, mais il y a un contournement. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de vulnérabilités très critiques. Bon, là, ça fait quasiment un mois. Normalement, vous avez mis à jour, mais si ce n'est pas le cas, mettez vraiment à jour à la fois poste et serveur. Ce qu'on peut dire aussi, là, je pense, c'est que Ouais, sur le sujet Exchange, ça traîne quand même depuis un bout de temps, donc ça, il on se en parle pourrait tout à fort l'heure. que Ouais. ça continue. Voilà, donc c'est quand même le point peut-être à retenir en synthèse, même si, comme tu dis, il y a beaucoup dans le bulletin. Ça, c'est juste, on essaie de le maintenir de temps en temps. C'est la durée du support de chaque système d'exploitation post-client de Microsoft. Il y a juste un petit point d'attention sur le Windows 10, donc la dernière version en date 21H1, enfin avant-dernière, pardon, qui arrive en fin de support à la fin de cette année. Et donc après, vous n'aurez pas vraiment le choix. Il faudra plutôt passer en 21H2, qui est encore supporté 2 ans, parce que la version précédente, la 20H2, elle, est en fin de support milieu de l'année prochaine. C'est un peu le bordel, toutes ces versions intermédiaires, mais bon, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Il faut suivre à marche forcée le mouvement de Microsoft, il n'y a pas vraiment de choix. Donc, je sais que c'est compliqué pour les DSI de mettre à jour continuellement parce qu'il y a beaucoup d'effets de bord, il y a beaucoup de problèmes, de pannes, beaucoup sur le Wi-Fi, le Bluetooth, sur certains pilotes, des pertes de fichiers. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution, sinon passer à Linux. Et là, vous aurez d'autres problèmes. Attends, il n'y a pas le sur Exchange. Ah non, c'est après, pardon. macOS, bon, pas de vulnérabilité. Celle-là est rigolote parce qu'en gros, la vérification des certificats sur macOS est cassée depuis des années parce qu'en fait, il est possible de créer une chaîne de certificats valide avec un certificat racine root, juste en utilisant une extension un peu spécifique qui est propre à Apple. Et donc après, avec le certificat en fin de chaîne, en bout de chaîne, de signer une application qui sera considérée comme valide par macOS. Bon, plein d'autres vulnérabilités sur macOS et iOS. Sur tout ce qui est macOS et iOS, il faut vraiment passer dans les dernières versions parce qu'il y a des vulnérabilités qui sont exploitées dans la nature, en particulier une élévation de privilèges locales, alors qui, encore une fois, nécessite une première vulnérabilité d'exécution de code ou de prise de contrôle, mais a priori, elles sont exploitées dans des chaînes d'attaque dites one-click ou zéro-click. Donc, one-click, c'est j'ai besoin que l'utilisateur fasse une action, par exemple, clique sur un lien ou quelque chose comme ça. Et zéro clic, c'est l'utilisateur ne fait rien, directement j'appuie sur un bouton et je le compromets. Et donc, l'une des vulnérabilités, là, c'est celle que j'ai mis dans la CVE, est exploitée massivement, enfin activement dans la nature. Le dernier point, il est rigolo, c'est pas vraiment une vulnérabilité au sens où il n'y a pas d'exécution de code associée,
Mais en gros, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, si vous utilisiez, vous envoyiez un caractère, je crois que c'était indien, un équipement Mac ou iOS, vous le cassiez. Et donc là, c'est si vous envoyez un mail où l'expéditeur, c'est double côte, à ce que vous voulez.com ou .fr, vous cassez l'application mail. Donc là, il est recommandé également de mettre à jour. Alors, là, on a fait une catégorie un peu particulière parce que comme c'est la mode d'avoir des vulnérabilités qui sortent le jeudi soir ou le vendredi, qui sont ultra critiques et qui pourrissent le week-end des DSI et des RSSI, donc là, on fait une petite section spécifique. Donc, vendredi 30 est sorti Proxy Nutshell, donc une vulnérabilité touchant Exchange, le serveur mail de Microsoft. Enfin, deux vulnérabilités. Une première qui est une SSRF. Très rapidement, dès le samedi, des codes d'exploitation sont sortis. Donc la SSRF, en fait, elle utilise la fonctionnalité Auto-Discover de Microsoft qui permet de faciliter la configuration du client mail du client en recevant un espèce de fichier JSON qui va l'aider à configurer. Le problème, c'est qu'à partir de là, il y a une SSRF, il est possible d'aller demander à l'Exchange d'aller chercher un JSON ailleurs. Et vous avez les codes d'exploitation là en colorié, avec plus c'est rouge, plus c'est grave, entre guillemets. Et en fait, ça permet d'aller chercher ce JSON ailleurs. Et il y a une deuxième vulnérabilité qui, à partir de ce JSON, permet de faire appel au protocole, enfin un protocole remote PowerShell pour faire appel à du PowerShell, donc exécuter du code en PowerShell sur le serveur. Donc en gros, l'enchaînement de ces deux vulnérabilités, vous avez une vulnérabilité d'exécution de code à distance sans authentification qui permet de compromettre Exchange. Elle a été découverte par une équipe de sécurité vietnamienne, je crois, une blue team vietnamienne. Vous avez leur article, le premier lien, c'est leur article, enfin, le lien gtltsc.vn, où ils expliquent la découverte. Et ensuite, vous avez le deuxième article avec l'article de Microsoft, qui a été mis à jour quasiment tous les jours, avec un certain nombre de recommandations. Au début, il recommandait de bloquer une certaine expression régulière et en fait, il s'est avéré que c'était contournable parce qu'en fait, au lieu de mettre arrobas dans un mail, vous mettez point point dans un mail et je ne sais pas quel est le génie qui a fait ça, mais il y a un comportement dans Exchange qui fait que si vous mettez point point dans un mail, en fait, ça remplace ça par un arrobas. Donc, je pense que c'est un génie qui a fait ça ou alors un stagiaire bourré. Le correctif, il sort dans 2 heures, je crois, 3 heures. Donc là, je vous recommande quand même de mettre à jour vraiment rapidement, d'être au taquet sur cette mise à jour parce que la SSRF est massivement exploitée dans la nature. Heureusement, pour l'instant, l'exécution de code n'a pas encore été publiée publiquement, mais j'ai vu des démonstrations tourner. Donc, les codes privés existent. De toute façon, sont utilisés par les cybercriminels à l'origine des premières attaques. Donc, dès qu'il y a les correctifs, mettez à jour. Si vous n'avez pas aussi appliqué les recommandations de Microsoft pour filtrer. Vendredi 7 octobre, encore des vulnérabilités rôdaient du vendredi pour bien vous pourrir le week-end. La première, c'est concernant Zimbra, donc suite de messagerie open source. Là, c'est une vulnérabilité qui permet en fait de, entre guillemets, contourner l'authentification, avoir une exécution de code qui fonctionne par l'envoi d'un mail avec une pièce jointe au format CPIO, qui est une espèce de format d'archive, je ne connaissais même pas. Et en gros, l'antivirus Amavis va l'utiliser, le décompresser. Et le problème, c'est que si l'archive est bien construite, vous avez un pass traversal qui vous permet d'aller écrire ce que vous voulez où vous voulez. Donc, il suffit de bien construire l'archive pour aller écrire, par exemple, un fichier JSP au bon endroit. Et après, vous pouvez comme ça déposer une backdoor et vous y accédez juste en naviguant sur le site et vous avez une exécution de code et une prise de contrôle de Zimbra. Pas de correctif a priori pour l'instant. Ce qu'il recommande, c'est d'installer Pax, qui est un module qui va justement faire un bon traitement sur l'archive et la sécuriser. Autre vulnérabilité critique, c'est sur FortiOS, donc le système d'exploitation utilisé par Fortinet pour toutes ces solutions. Et donc là, il s'agit d'une exécution, un contournement de l'authentification, ce qui vous permet d'accéder, si un portail d'admin est exposé à Internet, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est pour ça que vous avez des petites animations en rouge sur le côté, mais si vous avez un portail d'admin qui est exposé sur Internet, il est possible de contourner l'authentification et d'avoir accès au portail d'admin, et donc ensuite de compromettre le firewall, le proxy, enfin ça dépend de la solution qui est en face, mais sachant que les firewalls Fortinet font aussi souvent VPN, c'est relativement critique. Donc, si vous avez un Fortinet, mettez vraiment à jour très rapidement et investiguez quand même pour voir au cas où s'il n'y aurait pas eu un contournement de l'authentification. Ouais, je soulignerai aussi en complément que Fortinet a confirmé qu'il a eu des exploitations ces derniers jours. Donc, oui, je sur Twitter, serais... tout à l'heure, il y a un code d'exploitation qui a été publié là. J'ai vu ça, Ouais, un code en donc, Python.
Donc, ne vous posez pas de questions. Bon, là, je passe. C'est plein de vulnérabilités critiques. Alors ça, c'est hyper grave. Attention, Python, une vulnérabilité vieille de 15 ans, c'est la panique, ça touche 350 000 projets open source. Oui, en fait, dans la réalité, pas vraiment. C'est une vulnérabilité enfin, pas vraiment une vulnérabilité, mais qui est documentée qui concerne les archives TAR en Python. Et en fait, bah, comme pour Zimbra tout à l'heure, des archives TAR en Python, il y a un pass traversal, mais c'est entre guillemets une fonctionnalité, c'est connu, ça fait 15 ans que c'est documenté, c'est pas une vulnérabilité, c'est juste que des gens utilisent mal la librairie TAR dans Python. Deuxième sujet, Teams, ah là là, c'est la panique, c'est hyper grave. Votre jeton de session est stocké en clair dans une base SQLite de Teams, c'est ultra grave ou pas. Parce qu'en fait, oui, ok, Teams stocke le jeton d'identification dans une base SQLite, mais dans les faits, pour y avoir accès, il faut quand même avoir un premier accès, soit une première prise de contrôle à distance, soit éventuellement moyen de lire cette base de données à distance. Enfin, c'est pas évident. Et si quelqu'un y arrive, potentiellement, il peut tout faire. Donc, entre guillemets, s'il compromet le poste de travail, il peut accéder à tout, même si vous chiffrez le jeton, même s'il est caché quelque part, à un moment ou à un autre, il faut que l'application y ait accès. Et si vous compromettez l'application Teams, bah, de toute façon, vous aurez forcément accès au jeton. Donc en soi, oui, c'est embêtant, mais il y a plein d'autres applications qui ont le même concept. Et typiquement, aujourd'hui, les navigateurs sérieux comme Chrome, je crois que Firefox le fait également, mais sauvegarde vos mots de passe avec DPAPI, donc l'API de chiffrement de secret de Microsoft. Mais en fait, ça ne sert à rien parce que si vous avez une prise de contrôle sur le poste, DPAPI, bah, vous faites appel à DPAPI et vous déchiffrez les secrets. Donc en soi, bon. Mais voilà, le dernier point, c'est effectivement quand même Teams, ça reste ultra sensible parce que ça n'est pas que Teams. Typiquement, quand vous avez une conversation Teams, derrière, dès que vous déposez un fichier, vous avez un SharePoint, un OneDrive qui sont créés, donc potentiellement accès aux historiques de conversation, à des fichiers, donc c'est plutôt un outil sensible. Mais voilà, c'est pas aussi grave que ce que tout le monde a l'air de dire. Teams, c'est juste une personne qui a créé un canal de communication pour un command control à partir de Teams avec des images GIF. Et en gros, les images GIF, comme elles sont grosses, comme c'est des animations, elles ne sont pas scannées par les antivirus. C'est directement téléchargé par l'infra de Microsoft. Donc en fait, il y a un tiers qui permet de faire le canal de communication. Donc voilà, c'est assez rigolo. Je vais juste parler de PFSense. Ah, j'ai oublié le F de PFSense. Mais bon, PFSense, c'est juste une vulnérabilité assez drôle ou pas. C'est qu'en gros, lorsque vous créez des règles de filtrage, vous créez un espèce de dictionnaire. Et en fait, dans le nom de la règle, vous pouvez mettre à la fin une ligne de commande qui sera exécutée. Donc là, c'est à la place du CMD, vous mettez une ligne de commande. C'est appelé directement par PFSense en ligne de commande avec un mauvais filtrage des mauvais caractères. Et donc, en fait, vous avez directement une exécution de commande et ça peut être appelé sans identification directement quand vous arrivez sur le portail web de PFSense. Enfin bon, normalement, vous n'exposez pas ça sur Internet. WhatsApp, je la passe, c'est des vulnérabilités. Apple, on en parlait tout à l'heure. Piratage. Alors ça fait beaucoup de bruit. Rockstar, l'éditeur de la série GTA, jeux vidéo GTA, a été piraté. Alors, enfin, a été piraté. Soit un développeur, soit un serveur utilisé par les infrastructures de développement. Pour les infrastructures de développement a été piraté. Donc, pas mal de vidéos ont été publiées sur Internet. Et l'auteur de l'attaque a commencé à faire un chantage aussi à la publication du code source. Je passe. Piratage de Uber. Donc Uber également a été piraté. A priori, l'accès initial, c'est par l'utilisation d'un jeton d'un VPN d'un salarié. C'est comme ça que l'attaquant est rentré. Et il aurait trouvé ensuite un script sur les partages de fichiers qui contenait, alors, je ne sais plus si c'est identifiant un mot de passe ou des jetons d'accès au portail d'administration de AWS, ESX, etc. Donc en gros, toute l'infra a été compromise. L'attaquant a carrément même était sur le Slack de Uber en mettant des messages disant en gros vous avez été piraté. Les gens pensaient que c'était une blague alors que pas du tout. Il a même été sur les rapports de Bug Bounty, je crois qu'ils sont chez HackerOne, et il a mis des commentaires et des moqueries sur les rapports de Bug Bounty. Donc voilà. Et donc voilà. Et très récemment, alors je ne l'ai pas indiqué là, mais les enquêtes ont montré qu'en fait c'était le même attaquant pour Rockstar et Uber. Et il y a une arrestation en Angleterre il y a quelques jours d'un jeune Anglais de 17 ans qui a plaidé non coupable et qui a priori serait lié à Lapsus et a priori, d'après ce que tout le monde a l'air de dire, ce serait White, c'est-à-dire un des leaders du groupe Lapsus,
c'est-à-dire un groupe de gamins qui s'amusent à tout pirater sans réel objectif autre que avoir des jeux vidéo. Enfin, ils demandaient à Nvidia, je crois, de publier en open source leur driver. Pas du rançon logiciel classique comme on peut le voir. Donc voilà, on verra les suites que seront données à cette affaire, mais en gros, ils ont quand même réussi à pirater Rockstar et Uber. Alors là aussi, Facebook a été piraté. Oh là là, c'est la catastrophe, mon Dieu. 1 million de mots de passe sont en fuite ou pas. Dans les faits, c'est une collection de logins et de mots de passe qui ont été volés par des applications qui sont déployées, enfin qui sont installées sur les Apple et les iPhone et Google Android, plutôt sur d'ailleurs Android, et qui sont plutôt malveillantes et piquent tout ce qu'elles peuvent piquer, c'est-à-dire des jetons de session, des mots de passe dans Facebook. Et en fait, c'est juste le cumul de tout ce qui a été volé par ces applications qui fait 1 million de mots de passe, mais en fait, Facebook, en l'état, n'a pas été piraté. Le dernier sujet, comme un peu plus sérieux, c'est l'Albanie, donc, qui a subi des attaques assez importantes sur tous ses systèmes d'information, son système d'information gouvernemental, et après enquête, a accusé l'Iran d'être à l'origine de ces attaques parce qu'en fait, il devait se tenir en Albanie une réunion assez importante d'opposants au régime iranien, et finalement, d'ailleurs, la réunion a été annulée parce qu'ils avaient surtout peur de terrorisme. Mais l'Albanie a coupé toute relation diplomatique avec l'Iran, a sommé tous les diplomates iraniens de quitter le pays, et donc là, c'est un petit peu tendu entre les deux pays. Ça, c'est juste parce que je pense que vous connaissez Auth0, Okta sûrement, mais Auth0, c'est une solution d'authentification qui a été rachetée par Okta il y a quelques temps. Et en gros, ils ont communiqué sur leur site que tout leur code source, une archive contenant tout leur code source avant 2020, a été volé. Et alors, le texte n'est pas le bon. Je crois que c'est. Ah, c'est ça, oui, c'est suite à un. Je crois que c'est ça. Non, le texte n'est pas le bon, c'est un mauvais copier-coller. C'est une autre affaire, ça. Ça, tu veux en parler? Attends, t'as dit quoi? Non. Vas-y. Il y a un bug. C'est passé le micro à quelqu'un d'autre. Là, on n'entend pas. J'avais pas le son. Il n'y a plus de son. Il n'y a que moi qui n'entends pas Christophe ou? Non, non, mais nous, il ne peut pas nous entendre. On a coupé notre micro. Ah, on l'a remis. Oui, alors Vlad, on te confirme. Ah, Christophe, ton micro est coupé. Voilà. C'est ça, merci Vlad. Merci Vlad. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Donc, je recommence, autant pour moi. Donc, ce que je disais, pour ceux qui ont pu lire sur mes lèvres, je répète, que Common Spirit Health, qui est l'une des plus grosses chaînes d'hôpitaux aux États-Unis, avec entre autres, on va dire, dans le Tennessee, dans le Texas, Virginie, a été attaquée. Juste cet élément-là pour dire que de manière récurrente, on continue à avoir des attaques dans le monde hospitalier. Donc, il n'y a pas de changement dans l'éthique des attaquants. Et pour ce qui est de l'annonce qui a été faite, les hôpitaux, la chaîne a refusé de donner des détails, juste confirmer qu'il y avait eu une attaque par rançongiciel, mais on n'en sait pas plus. Pour ce qui est de l'affaire Killnet, un groupe donc de pro-russes qui se sont illustrés dans des attaques contre des sites web gouvernementaux il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, ils passent sur les aéroports. Donc, une quinzaine de sites web ont été attaqués par attaque en déni de service. L'idée, c'est de les bloquer au mieux, mais à part plusieurs heures passées, éventuellement pour les utilisateurs à ne pas pouvoir accéder au site, il n'y a pas eu d'impact sur le trafic en lui-même, en tout cas pour le moment. Et puis, ils ont appelé d'autres groupes à lancer des attaques du même style sur des infrastructures civiles états-uniennes, maritimes. L'objet, c'est de contrer les actions des États-Unis à supporter la guerre en Ukraine. Ensuite, un petit nouveau concept pour la planche qui suit. Après le Bring Your Own Device, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le Bring Your Own. Et là, je vous laisse deviner. Attends, peut-être que Vlad, il faut que tu passes sur la suivante, excuse-moi. Sur celle-là? Attends. Hop, non, ah ben non.
Vas-y. Il en manque une? Il peut en manquer une ou. Attends, je regarde juste un truc. Vas-y. Bon, en attendant, je fais. Vas-y, fais-la. Donc ça, c'est. Vous connaissiez avant les attaquants qui utilisaient Metasploit. Ensuite, ils sont mis à utiliser Cabal Strike, donc qui est un outil d'attaque commerciale. Ensuite, ils sont mis à utiliser Unity Canva en version Juarez, donc volée. Et maintenant, des versions entre guillemets Juarez, c'est-à-dire piratées de Brutratel, qui est de la même manière un outil offensif, commence à être utilisé par des cybercriminels et échangé sur différents canaux de communication entre eux. C'est pour changer, parce qu'en fait, Metasploit, maintenant tout le monde le détecte. Cobble Strike, il y a eu tellement d'études dessus, tout le monde commence à le détecter. Unity Canva, je suis partagé sur le fait que les gens le détectent. Et Brutratel, ça va être la suite. Et ensuite, juste quelques rapports sur Lazarus, donc lié à la Corée du Nord, et Fansibir, lié à la Russie. Pour le premier, Lazarus, c'est un rapport qui explique des techniques d'attaque et de persistance utilisées par Lazarus. En gros, ils utilisent beaucoup des solutions, des vulnérabilités existantes connues, par exemple sur VMware Horizon. Et dans ces cas-là, on a plutôt tendance à chercher à faire de la persistance sur le long terme plutôt que juste rentrer, chiffrer, voler et demander des rançons. Et dans le deuxième cas, Fansibir, c'est juste la technique qui était assez originale, ou en tout cas différente, c'est qu'ils utilisaient un modèle de slide qui venait de l'OCDE. Je ne sais pas comment ils l'ont récupéré, mais bon, sûrement en piratant quelqu'un les ayant. Et utilise un déclenchement de la charge charge malveillante uniquement quand les slides sont projetés et qu'on passe sur un certain lien. Ça active la charge et ça l'exécute. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils utilisent une exécution de PowerShell avec SyncApp Publishing Server, qui est un espèce de script PowerShell Microsoft qui peut exécuter du PowerShell quand on en passe en paramètres, mais qui nécessite une petite astuce de mettre un petit caractère, point virgule, et ensuite de mettre en paramètres tout le PowerShell qu'on veut exécuter. Et l'avantage, c'est que c'est un script qui est signé par Microsoft, donc qui permet d'avoir une exécution de code PowerShell facilitée. Alors, Hack 2.0, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'actualité, mais les PS4 et PS5 ont été piratés, a priori de la même manière. C'est par une personne qui a fait des recherches et qui a trouvé une vulnérabilité dans l'émulateur PS2, parce qu'apparemment, c'est le seul endroit encore où il existe une interprétation du JIT, donc c'est Just-in-Time Compilation, donc interprétation entre guillemets en temps réel de code. Et c'est là des derniers endroits où il y avait encore ce fonctionnement-là. Et voilà, ce chercheur a trouvé une vulnérabilité à ce niveau-là qui permet donc de prendre le contrôle de la console et après potentiellement d'installer soit Linux, soit des jeux piratés, des choses comme ça. Et je pense que c'est ça ton Bring Your Own. Et oui, exactement. En fait, j'ai mal synchronisé ma transition. Mais on y arrive, effectivement. Là, pour le coup, Bring Your Own Vulnerable Driver, donc apporter votre pilote vulnérable, ça fait l'affaire de certains, notamment durant le logiciel Blackbyte, qui est entre autres porté par un groupe. C'est la dernière version, enfin, la dernière famille de logiciels qui adopte cette méthodologie. Ils ne sont pas les seuls. L'idée, c'est notamment il y a une CVSS qui est, enfin, une vulnérabilité qui existe avec escalade de privilèges et exécution de code qui affecte des pilotes de MicroStar, MSI par exemple. Là, l'idée, c'est pour vous protéger et éviter ce genre d'injection de pilotes malveillants. En l'occurrence, dans le vecteur d'attaque du groupe. Pour se protéger, je vous recommande de garder une trace des pilotes que vous installez sur vos systèmes et puis de vous assurer qu'ils sont à jour. Dans le cadre d'opérations de contrôle, vérifiez que les pilotes que vous avez installés sont les bons, donc par automatisation. Et puis choisissez de bloquer les pilotes pour être exploitables selon des comportements donnés. Donc, à savoir là, soyez prévenus que le Bring Your Own Device, maintenant, le Bring Your Own Vulnerable Driver existe aussi. Ensuite, une petite. Et le cas de Lazarus qu'on a vu juste avant. Lazarus aussi utilise une vulnérabilité sur des pilotes Dell. Et alors, on l'a pas mis là dans l'actualité, mais il y a Zoom, c'est pareil, il y a beaucoup d'attaquants qui envoient des faux liens vers des faux Zoom ou des vieilles versions de Zoom avec pour objectif de faire installer des vieilles versions de l'outil Zoom et potentiellement d'exploiter derrière une exécution de code à distance parce que certaines vieilles versions de Zoom sont vulnérables à ça. Là, pour le coup, ouais, au global, en fait,
dans le maintien en fait, de vos états en conditions de sécurité, soyez vigilants sur les versions de quelles que soient les pièces de code qui soient sur vos systèmes. C'est Un compliqué. petit élément marrant, ouais, on est d'accord. On est d'accord. Il y a des outils ou pas d'outils sur le sujet. Il va falloir faire marcher Pareto pour être le plus efficace possible sur ce sujet. Un petit rigolo qui n'a pas beaucoup d'impact, mais avec du rififi dans l'air, chez Ikea, les lampes de la gamme Thread-Free sont vulnérables à une attaque par envoi d'une trab 802.15.4, donc du Zigbee, pour faire clignoter l'ampoule. Donc, au-delà de faire clignoter l'ampoule, il n'y a pas beaucoup plus de dégâts. Ceci étant, si certains se voulaient chevalier de la planète, ils pourraient s'amuser par attaque à couper toutes les lampes Thread-Free. Pour ce qui est de Binance Finance, le hack de BNB, enfin de la BNB, donc 2 millions d'éléments impactés dans la BNB Smart Chain, on considère l'instauration de primes pouvant s'élever à 10% des fonds volés. Donc, dans le cadre de ce hack, il y a eu plusieurs millions d'euros de perdus, donc un équivalent de 2 millions de dollars, pardon, excusez-moi, pas d'euros. Et Pas perdu pour tout le monde. Pardon? Je disais pas perdu pour tout le monde. Pas perdu pour tout le monde, non, effectivement. Il y en a qui vont en faire bon usage. Mais ce qui est intéressant, c'est l'attitude de Binance de se dire, bah tiens, on va lancer. Alors, est-ce que c'est un bug bounty? C'est ce que j'ai cru comprendre, mais c'est pas très clair. En tout cas, on va lancer un challenge. On va dire, bah, tous ceux qui peuvent nous récupérer de l'argent, eh ben, de ce qui sera récupéré, on versera 10% des fonds volés récupérés aux individus qui nous auront permis de rattraper le pirate ou les pirates et de récupérer une partie de la somme volée. Ensuite, c'est un peu une espèce de prime à la dénonciation ou hackback, quoi. Ça peut soit fonctionner par ça, soit tu fais de la chasse, c'est de la chasse aux pirates, quoi. Tel que certains font. Alors attention au côté légal de la chose. Tant que les informations sont juste remontées à Binance, pourquoi pas avoir. Là, d'un point de vue juridique, je ne sais pas. Une prime pour rattraper les bandits, ouais, wanted, c'est ça qu'il faudrait faire. Oui, exactement. Akamai, mauvaise configuration, pas de chance. En fait, quand tu configures de manière un petit peu maladroite en fait, ton système et puis que tu te rends compte que tu as des chercheurs italiens qui tombent sur dans le cadre d'un bug bounty qui tombe sur le sujet en se rendant compte que tu peux combiner un certain nombre de techniques d'abus dans les entêtes HTTP smuggling et hop by hop, et puis tu te rends compte juste que c'est lié à une configuration qui a mal été traitée par Akamai. Bah, c'est pas grave, tu récupères les 46 000 $ au passage et c'est tranquille. Donc, comment perdre de l'argent bêtement? Donc là encore, la revue des configurations, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer. VM2, c'est quoi VM2? C'est une bibliothèque qui est assez populaire pour ceux qui connaissent Node.js, une sandbox, donc une boîte de contentement, d'isolation. On a une CVSS qui est quand même à une note de 10 sur le sujet et un peu ballot, mais dans ce cadre-là, on peut faire de l'évasion. Donc, grâce à cette vulne, la sandbox ne sert plus à grand-chose parce que tu peux t'en sortir. Et sachant que Node est pas mal utilisé dans plein d'applications en JavaScript, mais compilé pour les desktops, type, je crois qu'il y a Teams, il y a l'IRC des jeunes, là, j'ai oublié le nom, putain, je suis vieux. l'IRC des jeunes, Discord, non? Web. Discord, voilà, exactement, Discord. Et des applications comme ça. Si tu as une évasion de la sandbox, je ne sais pas si Discord utilise VM2, mais si tu as une évasion de la sandbox, tu peux très rapidement arriver à une exécution de code sur le poste. D'ailleurs, la veille de la dernière fois, je crois qu'on évoquait une pièce de code malveillante qui avait été qui impactait notamment, entre autres, Discord. Je ne sais plus s'il y avait un lien avec le monde Java, je crois. On va revoir ça. Oui, c'était un truc en JavaScript qui permettait d'exploiter. Ouais.
Ouais, de souvenirs. Et je te repasse la main. Ensuite, concernant les fuites de données, alors là, c'est le texte que je me suis trompé, je l'ai mis avant, mais c'est chez Razer, en fait, il y a eu une fuite de données importante à cause d'un admin, un administrateur de Capgemini qui travaillait pour Razer et qui a exposé en fait une base de données ELK, mais qui est mal configurée, la base de données ELK, donc qui est exposée à Internet. Une base de données importante est sortie et il y a eu un jugement et donc ils ont été condamnés à 7 millions d'amendes. Mais surtout, ce qui est un peu chaud, c'est que le nom de l'admin de Capgemini, il y a son nom partout dans les jugements, dans les articles. Donc lui, ça va être compliqué. Et après, autre information qui date de ce week-end, a été publié le code source d'Intel Adler Lake. Adler Lake, c'est donc l'architecture de 12e génération des CPU Microsoft. Donc en gros, c'est la carte mère, le Northbridge, Southbridge, etc. Et en gros, tout le code source, a priori lié à l'UEFI pour le matériel Lenovo, donc ça limite quand même, a été publié. Alors, c'est totalement une capture d'écran fictive. Je dis ça pour tous les avocats et juristes. Hein, c'est pas du tout, j'ai pas du tout téléchargé la fuite de données. Je l'ai pas du tout analysé pour voir ce qu'il y avait dedans. Hein, c'est vraiment totalement fictif. Mais potentiellement, dedans, il y aurait toutes les clés privées qui permettraient de signer UEFI. Alors, je ne sais pas si c'est pour signer juste les binaires UEFI ou carrément, j'ai eu plus le nom de la sécurité du boot en amont d'Intel, mais si ce sont vraiment les clés root à l'origine, c'est-à-dire que là, pour la révocation, c'est compliqué parce que les clés publiques, elles sont dans les CPU. Et donc, la révocation, c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous avez des informations plus récentes sur le sujet. Mais en tout cas, c'est un petit peu chaud. Alors, a priori, ça ne toucherait que la 12e génération et ça ne toucherait que les Lenovo, mais ce n'est pas confirmé. Mais après, le risque il est quand même limité dans le sens où pour exploiter ça, il faut soit avoir un accès physique à l'ordinateur, vous recompiler votre UEFI backdooré et vous l'installer par clé USB par exemple, mais il faut pouvoir booter sur clé USB, donc voilà, ça limite. Soit à partir du code source, vous arrivez à trouver des vulnérabilités et à partir d'une première infection, vous exploitez ces vulnérabilités pour avoir une persistance forte ou élever très fortement vos privilèges, mais ça demande quand même toujours à ce qu'il y ait quand même un premier accès physique ou logique, donc c'est pas non plus, c'est pas une RCE à travers Internet facile. Oui, on dit le leak vient pas d'Intel. Non, non, c'est un partenaire qui bossait pour a priori Lenovo. Ça ne vient pas d'Intel à l'origine, mais ça viendrait d'un partenaire qui travaillerait pour Lenovo sur cette partie-là. Ensuite, alors ça c'est juste rapidement la triste suite du piratage de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, c'est que j'allais dire les salopards, les cybercriminels de Lockbit ont rançonné l'hôpital qui a refusé de payer, donc ils ont commencé à publier les données médicales des patients, ce qui est vraiment, vraiment peu dégueulasse. Lockbit, apparemment un de leurs outils, un de leurs packers plutôt, donc qui sert à compresser et à obfusquer le malware, a été volé et publié, accompagné d'un keygène. Alors, je sais pas trop, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps, mais bon, c'est plutôt rigolo de voir que ces gens-là se font aussi voler leurs outils. Ça, c'est pirater les pirates, si ça vous amuse. Pas que les pirates d'ailleurs, les pentesters également qui utilisent Cobalt Strike. Il existe une vulnérabilité dans Cobalt Strike, référencée CVE quand même, où en fait sur le canal de communication, vous pouvez injecter de l'HTML avec du JavaScript qui sera exécuté côté serveur Cobalt, et donc potentiellement vous pourrez exécuter du JavaScript et peut-être aller plus loin sur le serveur, le command control Cobalt. Et donc c'est sur le champ username, vous mettez votre injection et voilà. Ensuite, un petit outil en PowerShell qui ne mange pas de pain, qui teste un certain nombre de techniques de persistance. En gros, si vous l'exécutez sur un poste, par exemple, ou un serveur, ça va vérifier si les techniques sont exploitées ou pas, et ça va vous alerter. Donc, c'est pas mal. C'est pas ultra avancé, mais c'est toujours ça. Deuxième chose, par contre, très intéressante, c'est que Microsoft a changé la configuration du MFA sur Office 365 et maintenant vous avez plus de détails sur la résistance des MFA parce qu'en fait tous les MFA ne se valent pas, c'est-à-dire qu'un MFA SMS n'est pas aussi solide qu'un MFA avec une notification sur son téléphone qui n'est pas aussi solide qu'un MFA type Fido. Donc là c'est bien parce que vous avez vraiment les détails et vous pouvez faire le choix en toute connaissance de cause du MFA, donc de votre authentification forte.
Alors ça, c'est un chercheur qui a trouvé un moyen de faire un canal de communication vers un command control en utilisant les commentaires de Virus Total. En gros, si vous prenez un compte, c'est gratuit sur Virus Total et vous pouvez poster les commentaires et à partir de ça, vous faites un canal de communication avec votre victime. Bon, c'est pas ultra discret, mais voilà, c'est rigolo. Et le deuxième, j'ai vu passer ça sur Twitter, je crois que c'était dimanche ou samedi, je sais plus, mais je ne savais pas qu'il était possible légitimement de cacher une session SSH. En gros, si vous mettez les paramètres qui sont indiqués là sur SSH, quand vous vous connectez sur un serveur, vous ne pouvez pas voir la session SSH avec les commandes normales comme vous ne pouvez pas voir. C'est assez fou, mais ça marche. Je l'ai testé sur des VM et ça marche très très bien. Donc, si vous voulez être discret dans vos connexions SSH, vous pouvez utiliser cette technique. Je ne sais pas comment les détecter, mais en tout cas, c'est rigolo. Alors, business politique. Bon, alors je vais te laisser en parler parce que Ouais, c'est moi qui l'ai mis, je me suis dit, c'est un peu particulier. En tout cas, bravo, félicitations à Patrol, à tous ceux qui ne Merci. connaissent pas Patrol, le leader français du pentest as a service, avec des ambitions pour aller sur le marché des États-Unis à L'année venir. prochaine. Donc voilà, une levée de fonds de 2 millions d'euros, bravo. Merci. Ensuite, peut-être un petit mot, c'est comme tu veux. Bon. Excuse-moi, ça a Ok. sauté, j'ai pas entendu. Non, je veux dire, si tu veux dire un petit mot, tu es bienvenu. Non, non, mais c'est juste qu'on est très très content. On a fait une jolie levée de fonds avec Auriga Partners et conjointement avec la BPI, donc on est super content. Et surtout, les sous en soi, on a fait un épisode de Limite Sécu d'ailleurs sur les levées de fonds. Les sous en soi, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Ce que ça a beaucoup changé, c'est la communication et la confiance apportée, parce que quand finalement des gens te donnent beaucoup d'argent, ça veut dire qu'ils te font confiance, et donc ça apporte de la confiance sur le marché. Et puis nous, ça va nous permettre de préparer l'année prochaine potentiellement une série A plus importante pour attaquer le marché américain. Parce qu'aujourd'hui, les vrais concurrents, ils sont là-bas. Ils sont américains, israéliens, donc plutôt aller les taquiner chez eux que les attendre ici. Bonne démarche, je cautionne. Sur je vais y arriver. Chabvision, voilà, encore une acquisition, la main sur d'Everywhere. Donc là, géant du traitement de la donnée de masse sera créé avec les deux. C'est un concurrent, donc c'est bien, hein, tu bouffes ton concurrent, ça on connaît, ça se fait pas mal. Le montant de la transaction n'est pas communiqué en tant que tel, mais on parle d'une levée de fonds associée en fait, de 100 millions d'euros suite à cette acquisition. Et on est dans le secteur de la cybersécurité et du renseignement au service de l'État. Donc voir ce que Chabvision et d'Everywhere vont faire, et s'il va y avoir un changement de nom ou pas. Ensuite, ce qui n'en veut. Ah ben non, j'ai CrowdSec. Donc CrowdSec lève aussi un petit peu d'argent. Donc une plateforme de cybersécurité open source pour un montant de 14 millions. Ce qui n'en peut, on y va même dans le domaine de l'industrie qui n'était pas forcément un domaine de prédilection là où on aurait pu voir des acteurs tels que SPI. Il y a du business. SPI lance son offre SOC et le fait en 100% français avec des acteurs français pour constituer le service. S'appuie sur eux. Ensuite, Men in Black, pareil, on ouvre. Donc, l'objectif de l'entreprise, c'est de démocratiser une cybersécurité performante, comme beaucoup d'ailleurs, et accessible. Donc là, le nouvel actionnariat devrait permettre d'accélérer leur solution de cyber et au global, ils devraient disposer d'un peu plus de 50 millions d'euros avec cette entrée de Apax et de New Alpha Verto. Le campus cyber, ça aussi c'est intéressant. Le campus cyber, alors, appartenait, a été travaillé de 2017 à 2021, je crois, par Altarea. Et la française REM est arrivée pour récupérer l'exploitation du bien. Le campus cyber rejoint le portefeuille déjà existant de 6 gros investissements de la française REM. Et on estime la valeur globale à 320 millions d'euros. Ce que j'ai pu comprendre, c'est voilà, un capital de rendement à 4%. Donc, pour ceux qui sont
Au sein du campus cyber, voilà les derniers changements qu'il y a, si vous ne les avez pas déjà, mais je pense que c'est déjà le cas. Alors ça, le premier sujet, bon, on passe rapidement, mais ah, l'animation s'est bloquée, c'est dommage. Alors, juste, voilà. C'est l'ancien RSSI de Uber qui a été jugé et condamné parce qu'en gros, il y a eu un piratage il y a un certain nombre d'années important et avec une demande de rançon et il a caché les informations, il a tout caché à sa direction et à tout le monde et il a payé la rançon avec son budget Bug Bounty. Donc je pense qu'il a dû se dire ce que j'ai mis là, c'est mon budget, mon choix, mais en fait non, ça marche pas comme ça. Et donc il vient d'être condamné. Et le deuxième truc, c'est juste chez Dalloz, le code de la cybersécurité qui est sorti. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu, mais on m'en a dit du bien. Non, mais c'est illisible, je vous rassure tout de suite. C'est juste la connexion de tous les textes qui traitent du sujet. Donc, c'est totalement illisible. Mais par contre, c'est une référence. Et bon, l'auteur est sympa. Et puis, c'est bien pour les juristes. Okay. Enfin, c'est pour les juristes. L'édition Dalloz, c'est surtout pour les juristes. Là, c'est assez intéressant. Google propose de la super assurance. Alors, c'est pas tout à fait eux, c'est de la sous-traitance, mais en gros, pour tous les clients GCP, ils proposent une solution avec, en fait, il y a une analyse de sécurité, il y a une espèce de rating, et après, des assureurs. Et après, pour continuer sur les assurances, c'est l'assesseur émotionnel de la cyberassurance en France. Donc, pour rappel, bon, tout le monde est contre. Bercy, en gros, a pas vraiment, il a autorisé, mais a surtout dit que c'était pas illégal. Et le Césin est contre, l'ANSSI est contre, l'ANSSI anglaise est contre, la CNIL anglaise est contre, la CNIL est contre, tout le monde est contre. Mais voilà, en fait, je sais pas qui est pour. Les assureurs aussi, a priori, sont contre, donc je sais pas qui est pour. Mais bon, en gros, l'histoire continue. Je sais pas quels sont les prochains épisodes, mais on verra. Ça, c'est le directeur de la BSI, qui est à peu près, on va dire, l'ANSSI allemande, a été entre guillemets limogé parce qu'il est accusé d'avoir des liens proches avec la Russie. Alors, j'ai regardé en diagonale, mais je crois que c'est une histoire d'associations ou d'entreprises qui auraient comment dire, des investisseurs ou des personnes au bord russes. Enfin bon, en gros, il y a des liens qui ne sont pas très, très discrets avec la Russie. Il y a l'énergie. Et moi, j'allais dire lié au monde de l'énergie, et ça tweet, ça troll un peu sur le net en disant faut voir si ça monte pas plus haut. Certains parlant aussi de l'implication de Merkel, donc une histoire qui a priori traîne depuis un bout de temps. Par contre, là où je serais un tantinet prudent, c'est que il est en phase d'être limogé. A priori, c'était pas si clair que ça. Ça n'a pas été fait, d'accord. Donc je sais pas trop bien. Ouais, ça reste prudent parce que c'est quand même une personne assez haut placée. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est attention lorsqu'on est haut placé aux intérêts ou aux connexions qu'on a. Il y en a plusieurs qui ont été, même en France, qui ont été destitués entre guillemets par rapport à des liens avec la Chine ou la Russie. Donc oui, quand tu as des postes haut placés comme ça, avec des données assez sensibles, quand c'est du secret, tu joues pas à ça. Après, il y a des excès, tu vois, typiquement, moi je m'appelle Vladimir, il y a un endroit, je ne citerai pas lequel, mais il y a des gens qui font courir la rumeur que comme je m'appelle Vladimir, je suis un espion russe piloté par la Russe. Donc après, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès ridicule. Ouais. Alors ça, ouais, c'est la création d'une école. Alors, je ne sais pas ce que ça implique, ce que ça vaut. Une école qui s'appelle Guardia Cyber Security School qui s'installe sur Lyon et Paris et qui lance un bachelor et un master en cybersécu. Tout ça pour illustrer que l'activité de formation reste importante. Donc, l'idée, c'est pas forcément de faire de pub pour cette école, mais juste pour souligner que le marché de la cybersécurité est porteur et que il y aura près de 500 000 postes à pourvoir d'ici à 2025. Donc 2025, c'est dans 3 ans. Quand on voit 500 000 postes à pourvoir, ça implique pas mal de formations à fournir et voilà, des promos de 140. Il va falloir un petit paquet d'écoles pour voir ces différents postes, je pense. Oui, parce qu'on manque vraiment de personnes en cybersécurité. Hein, c'est vraiment compliqué.
Il y a aussi l'école, alors pour faire aussi pas de la pub, mais pour équitable, il y a aussi l'école 2600 qui a été créée cette année, qui fait aussi des formations en cybersécurité. Tu as toutes les écoles type SIEA, EPITA, etc., qui font des formations même un peu plus courtes en cybersécurité. Après, on pourra faire un point sur les actualités d'école, mais tu as tout à fait raison de le signaler pour l'école de 1600. L'idée, c'était Elisep, merci. J'aurais dû changer mon poste, en fait. Mais bon, l'idée elle est là, c'est ça traite aussi du sujet de l'alternance. On voit de plus en plus d'alternance. L'alternance, c'est bon pour tout le monde. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir des alternants, posez-vous la question à deux reprises. Ça va vous prendre un peu de temps à former, mais une fois que vous les avez dans la place, c'est aussi pour ceux qui forment les alternants la possibilité de pouvoir les fidéliser et d'avoir des ressources, parce que pour ceux qui sont dans les conditions de recrutement, bah, c'est pas toujours facile de travailler. Et de surcroît, lorsque vous voulez féminiser vos équipes, ça l'est encore moins. C'est vrai. Ensuite, alors ça c'est plus la presse. Donc nous avons déjà parlé des histoires entre Avisa Partner et pas mal d'organes de presse. Donc Avisa Partner, en gros, a des pratiques d'influence sur le web assez discutables et ont attaqué en justice Next Impact, Arrêt sur Image, Mediapart, l'ADN et Reflet, qui ont fait des articles justement sur les pratiques d'Avisa. Alors tous reprennent le mot de procédure Bayon. Apparemment, c'est une technique qui est assez classique qui permet d'attaquer en justice pour essayer de faire taire les médias. Moi, j'ai plus l'impression que ça ressemble à un effet stressant parce qu'entre guillemets, tout le monde s'en foutait et là, tout le monde commence à en parler. Non, mais moi je pense que c'est pas du tout un effet stressant parce que l'effet stressant, il est complètement néant. Ça reste dans un microcosme qui est à peine plus important que celui qui lit cette presse libre. Et de l'autre côté, quand tu vois la disproportion des moyens de chaque procédure judiciaire, il est clair que quand tu es très riche, tu peux tenir des dizaines et des dizaines de procédures judiciaires. L'autre en face, il est déjà complètement en faillite en tant qu'entreprise et faillite individuelle de chaque journaliste. Donc ça pose un problème. Ils n'auraient pas relancé, on aurait oublié ça après l'été. Hein. Bon. Autre sujet, c'est Altis. Alors en fait, Altis a été piraté. Il y a beaucoup de documents assez sensibles qui sont sortis. Et Reflet.info a fait plusieurs articles en analysant les documents sur, en particulier, des paradis fiscaux où Altis sortait de l'argent, le train de vie de toute la famille Drahi, qui était quand même assez comment dire, le train de vie de la famille Drahi, plein de choses comme ça. Et donc, ils ont été attaqués en justice par Altis, qui a entre guillemets à moitié gagné. C'est-à-dire que tous les anciens articles peuvent rester, mais Reflet n'a plus le droit de faire de nouveaux articles à partir des données récupérées. Ce qui revient en partie à une forme de censure. Alors ça, c'est un truc qui est sorti, qui date quand même et qui est sorti récemment. En fait, donc la CIA, comme toute agence d'espionnage, a beaucoup de contacts et de sources partout dans le monde. La CIA en a beaucoup. Et en fait, pour communiquer avec les sources, ils utilisent des COVCOM, donc des Covert Communication Services. Et la CIA avait développé plein de sites web qui servaient à cacher les communications, sauf qu'en fait, tous ces sites utilisaient le même JavaScript qui était hyper signant, c'est-à-dire que c'était vraiment très très caractéristique, sans obfuscation rien, ce qui fait que ça a permis aux services iraniens, dans un premier temps, de retrouver tous les sites qui utilisaient ça, et donc après de choper toutes les sources qui se connectaient sur les sites, et ensuite soit de les mettre en prison, soit de les tuer, tout simplement, ou de les torturer, ou les deux. Et ensuite, apparemment, ça aurait été communiqué aux Chinois, de par les Iraniens, et les Chinois auraient fait pareil. Et donc, la CIA aurait perdu des centaines de sources sur plusieurs années à cause de leur canal de communication tout pourri. Et d'ailleurs, il y a un tweet de The Grok. En fait, leur COVCOM et des documents étaient indexés par Google sur les moteurs de recherche. Donc, c'est un peu dommage. Et concernant le deuxième sujet, les vulnérabilités utilisées par les groupes chinois, c'est juste un papier qui a été publié des principales vulnérabilités utilisées par les groupes d'attaquants chinois. Et en fait, vous les avez toutes sur le côté. Et il y a quand même beaucoup d'anciennes vulnérabilités. Donc, au moins, essayez de vous prémunir de tout ça pour peut-être passer entre les gouttes. Conférence passée, alors il y a Fransec et DEFCON Paris.
DEFCON Paris, a priori, ça a été plutôt un succès. Il y avait pas mal de monde. Je n'y étais pas malheureusement, mais si quelqu'un veut en toucher deux mots, en dire deux mots, non. Nico? Sinon, je passe. Bon, je passe. Donc, les prochaines assises dès demain. Hexagon dans quelques jours. Unlock Your Brain début novembre. Black Alps c'est mi-novembre. Unlock Your Brain, malheureusement, je ne pourrais pas y aller, mais je recommande très fortement d'y aller. C'est une conf très, très intéressante et très sympa. Et à la fin de l'année, la fameuse CCC en Allemagne. Et on pourrait ajouter aussi la Cyber Night fin novembre. Oui. Oui. Mais on fait une petite section. Voilà. Je ne connaissais pas le European Cyber Security Challenge. Donc, 28 équipes qui se sont rassemblées il n'y a pas si longtemps que ça à Vienne. Les premiers, les Danois. Pas de cocorico. Par contre, les Français, on va dire, ont défendu les couleurs malgré tout en se positionnant troisième sur la marche derrière les Allemands. Et les Français avaient été sélectionnés au cours d'un autre challenge qui était plutôt français, organisé par l'ANSSI, le France Cyber Security Challenge. Donc on pourrait voir à segmenter un petit peu les approches conf et challenge, tout ce qui est compétition de CTF à cet endroit-là. Pour tous ceux qui sont, petit message autour des participants de cet après-midi, tous ceux qui sont tentés par des challenges de ce style, c'est toujours intéressant d'aller chercher, même si vous pensez ne pas être compétent techniquement, il n'y a pas que des épreuves super techniques. Et vous pouvez parfois vous révéler bon sur des aspects techniques là où vous n'auriez pas pensé être bon. À partir du moment où vous savez chercher, vous documenter, ça peut le faire. N'hésitez pas. Je crois qu'on arrive sur la fin. Et ouais, les derniers slides, alors divers ou troll, ou les deux. Là, en fait, ouais, c'est ce sujet-là, je commence à lire un papier sur une vulnérabilité macOS où on peut contourner les contrôles. Et puis je trouve du 2002, je me dis 2002, c'est étonnant. Et puis en fait, en cherchant bien, ça réfère plutôt à du 2022, mais quand on va sur le site du Mitre, eh bien, on se rend compte que la vulnérabilité n'est pas du tout documentée. Donc au bout de 5 jours, je me demande si voilà, la rédaction des articles est toujours super propre, si les journalistes vérifient toujours leurs sources et le travail qu'ils font, à moins que ce soit moi qui sois impatient parce que l'information n'est pas divulguée, enfin n'est pas divulguée, pardon, publiée sur la référence de la CVE. C'est juste un peu ballot de faire une référence à une CVE et que quand tu veux voir les détails du sujet, bah, en fait, il n'y en a pas. Typiquement sur Xen, en ce moment, il y a plusieurs vulnérabilités sous embargo. Je pense qu'ils doivent être assez sensibles. Ouais, ça doit être le. Après, derrière, elles sont réservées, on le voit, hein, ce numéro est réservé, donc doit être réservé à Apple. Du coup, Apple doit dire grosso modo, ben, je ne révèle pas pour le moment. Peut-être qu'ils n'ont pas encore le contournement validé, je ne sais pas, là, sur le coup. Je ne me prononcerai pas plus en détail. Parfois, il y a débat aussi sur la vulnérabilité. L'éditeur qui dit non, c'est pas une vulnérabilité. Enfin, il y a parfois des vulnérabilités qui sont même jamais attribuées. Aussi, exact. Alors, passons à du pur troll. Apparemment, il y a Jean-Michel Beauf qui s'étonne de ne pas recruter des filles. Il y a une entreprise, je ne citerai pas son nom, mais qui a publié une offre d'emploi pour du pentest qui, je pense, ça passait dans les années 80, mais aujourd'hui, bon voilà, c'est assez malaisant. Donc on rentre aussi Freddy, donc star du porno des années, je sais pas, 90-2000, qui dit, avec marqué, ouais, si toi aussi tu aimes les tests de pénétration, rejoins la team de l'open tester. Bon, c'est, ouais, je pense qu'ils auraient pu l'éviter, quoi. Surtout quand tu veux Là, je attirer un rapidement. public féminin. Je pense que ça va pas attirer un public féminin, ça. Mais C'est bon. ça le problème. Et concernant, oui, il y a le RSSI de Twitter, l'ancien RSSI, donc, qui a été viré par Twitter en début d'année, qui continue ses révélations, je crois que c'est devant le Sénat américain, et qui énonce beaucoup de problèmes. Bon, déjà, apparemment, ils ne font pas de lutte contre les bots, tous les employés, quasiment, enfin la moitié, peuvent accéder à toutes les données de tout le monde. Il y a plein de pays où les pays font embaucher des salariés qui en fait sont des agents d'errance pour justement accéder aux données des personnes. Et donc il y a beaucoup de problèmes de sécurité a priori chez Twitter. Et Twitter dit bien sûr, oui, c'est le RSSI qui veut se venger parce qu'il est
il est un peu aigri de s'être fait virer. Ensuite, alors ça, c'est pas tout à fait cybersécurité, c'est plus disponibilité, mais en gros, c'est les réservoirs d'essence et groupes électrogènes d'un data center qui ont pris feu et dans un bâtiment en ville. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Donc, il y a une vidéo qu'on peut voir là, ça crame vraiment très très fort. Parce qu'en fait, la plupart des data centers ont beaucoup d'essence pour pouvoir allumer les groupes électrogènes s'il y a des pannes électriques. Et C'est en d'ailleurs, Chine? très récemment, pardon? C'est en Chine? Oui, je crois que c'est en Chine, ouais. Oui, Mais en mais parce France aussi. qu'en Chine, Pas... ils n'ont pas des détecteurs à incendie, hein, c'est ce qui est sur l'économie. Et d'ailleurs, tu as beaucoup de data centers en France qui ont fait des stocks d'essence parce que justement, avec la peur des coupures électriques, avec ce qui se passe entre la Russie, enfin entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine et les coupures potentielles qui pourraient arriver cet hiver, il y a beaucoup de data centers qui ont fait des stocks énormes d'essence pour pouvoir lancer les groupes électrogènes, voire même des amis, enfin des connaissances chez un hébergeur dans le très pas long qui me disait oui, c'est presque moins cher aujourd'hui d'acheter de l'essence que d'avoir de l'électricité. Bon. Autre sujet, le deuxième, Logbit, donc, qui, on en a parlé, je crois, le mois dernier ou le mois d'avant, avait ouvert un bug bounty pour tous ceux qui leur ramèneraient des informations avec des vulnérabilités sur leurs outils ou leurs sites. Et donc, quelqu'un leur a retrouvé une vulnérabilité sur le chiffrement de Logbit, du malware Logbit visant les ESX. Et donc, ça a été corrigé. Il a été payé 50 000 $. Donc, bravo. Quelqu'un a aidé des cybercriminels qui lui pourrissent la vie de tout le monde et a gagné 50 000 $. Ouais, faudrait pas qu'il y ait de traces de ses actions, parce que si jamais il vient à être poursuivi en justice. Je pense que ça a été, je sais pas quelle est la légalité de ça. Je pense qu'il y en a aucune, mais Ouais, je pense que celui qui ou ceux qui ont contribué ont l'argent, mais ils le sont jour où complices. ça leur chauffera les oreilles, je pense. Oui, ils sont juste complices. Donc ils Mm. prennent cher. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais les correcteurs orthographiques de Chrome et Edge, quand vous tapez du texte, on voit sur les serveurs de Microsoft et de Google pour apprendre mieux à corriger l'orthographe ou quand ils ne savent pas pour avoir plus de pertinence sur la correction. Mais ça arrive aussi sur les champs mots de passe. Donc régulièrement, des mots de passe partent chez Google et Microsoft. Sachez-le, utilisez Firefox. Et le deuxième point, c'est juste une blague, c'est en fait une solution de sécurité, de cybersécurité qui fait de l'intelligence artificielle. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans l'article, au début, ils disent ouais, on fait de l'intelligence artificielle, enfin on fait de l'apprentissage automatique, enfin on fait des statistiques au final. Donc en gros, c'est juste du bayésien, c'est pas du tout de l'intelligence artificielle. Mais lisez l'article, c'est rigolo. Et dernier slide, c'est suite au piratage de Uber. Qu'est-ce qu'on fait quand on se fait pirater? Dès le lendemain, on ouvre plein d'offres pour des postes en cybersécurité. Et donc, dès le lendemain du piratage de Uber, il y a plein d'offres en cybersécurité qui ont été ouvertes. Donc là, cette capture d'écran, elle date du 20 septembre et Uber a été piraté quelques jours avant. Et en fait, ça corrobore bien les dates. Donc voilà, ils ont ouvert plein de postes en cybersécurité. Donc si vous voulez aller travailler chez eux, voilà, c'est plutôt aux États-Unis là. Et voilà. Alors, prochaine réunion, donc mardi 8 novembre. Afterwork, je ne sais pas. Il faut qu'on en discute, mais pour l'instant, il n'y a rien de planifié. Si vous connaissez des bars sympas, n'hésitez pas à nous les indiquer, puis on les contactera. Et voilà, c'est tout pour nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.